tu peux me donner ta définition de ce qu'est une légende du football? Une légende du football, c'est quelque chose de marquant, une action, un match, une façon de jouer, quelque chose qui a procuré des émotions fortes dont on se souvient, et ajouter à ça la notion de durée, parce que le talent s'inscrit toujours dans la durée. Tout ce qui est éphémère, ça laisse peut-être des souvenirs, mais ça fait pas des légendes. Filosofo. Les grands joueurs, les icônes, les légendes du ballon rond ont tous un point en commun. Ils sont des marqueurs identitaires, sociaux, culturels, géographiques et parfois même politiques. Et si je vous dis coup franc, bouclette et petit short, vous pensez à qui ? Michel Platini, évidemment. Et pour en parler aujourd'hui dans notre émission Philosophoot sur Timeline Radio, nous recevons un auteur que moi je définis comme l'Honoré de Balzac de la littérature footballistique, tellement il a le sens du détail, Chérif Guémour. Salut Chérif. Bonjour Farid, bonjour à tous. Je t'accueille une nouvelle fois, enfin même si c'est le lancement du podcast, enfin de l'émission Philosophoot. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois pour pas mal d'ouvrages sur Johan Cruyff, sur les 100 ans de la Coupe du Monde, sur les années 70, sur le football des années 70. Et tu nous as sorti une nouvelle pépite, un livre sur Michel Platini. Oui, c'est une œuvre collective. Hein. J'ai piloté le projet avec Pierre Maturana. J'ai beaucoup écrit. Mais c'est un ouvrage collectif avec des potes, des collègues de SoFoot. On va le montrer parce qu'on est filmé. Qu'il est beau. Voilà, qu'il est beau. Quel beau livre. Quel beau livre. C'est un peu format tablette de marbre à l'époque. Hein. C'est quelque chose de lourd. C'est un objet. Hein. C'est un livre. C'est aussi décoratif. Ouais, c'est l'expression beau livre. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire des beaux livres avec évidemment des illustrations, du texte, du contenu. Des bouquins qui vieillissent pas en général, qu'on se transmet de génération en génération et qu'on met bien en évidence dans la bibliothèque. On va revenir un petit peu sur la question qu'on a eue en intro sur ce qu'est une légende du football. On y reviendra un petit peu plus tard. En attendant, moi j'ai envie de te poser une question toute bête. Pourquoi ce livre aujourd'hui, coup franc, bouclette et petit short sur Michel Platini en 2026 ? À la rédaction de SoFoot, on avait pointé les 70 ans à venir de Michel Platini, c'était un peu avant. Et il y avait toujours cette idée de faire un bouquin Michel Platini, comme on a fait un Maradona, un Cruyff, puis après les numéros spéciaux qu'on a fait typiquement magazine, c'est-à-dire Cruyff, Eto'o, ce jour-là. Mais on s'est dit non, avec Michel Platini, ça doit être un beau livre. On va être assez ambitieux pour croire que c'est le livre définitif où tout sera consigné et tout. Le livre ultime. Voilà, le livre ultime sur Michel Platini. Et on s'est dit, il va avoir 70 ans, ça tombe bien. On va sortir ça au moment de sa date de naissance, vers le mois de juin. Puis finalement, on a décalé ça à la fin de l'année parce qu'évidemment, les beaux livres, c'est plutôt fin d'année, cadeau de Noël, ceci, cela et tout. Donc voilà, on a juste déplacé la date de sortie. Mais après, pourquoi Platini ? C'est parce que Platini fait partie un peu de notre panthéon à SoFoot, comme Cruyff, Maradona, tous ces joueurs-là, Georges Best, qui ont laissé une trace profonde dans les imaginaires, aussi bien sur ce qu'ils ont fait sur le terrain et ce qu'ils ont fait après. Et Michel Platini, déjà en tant que joueur exceptionnel, il y avait de quoi largement écrire. Et puis après, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Il a été organisateur de Coupe du Monde, il a été consultant télé, il a été président de l'UEFA, il a failli être président de la FIFA. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ouais, failli seulement. Ouais, quand on voit un peu comment ça a tourné avec Infantino, on s'est dit, dommage. Et voilà, non, sa vie est un roman. Justement, est-ce que, selon toi, même si j'ai déjà un peu des éléments de réponse, selon toi, justement, Michel Platini est une légende ? Tu parlais de durée. Est-ce que Michel Platini peut, selon toi, prétendre à être une légende dans la durée ? En 2026, aujourd'hui, que représente Michel Platini en tant que légende ? La légende, c'est ce qu'on a montré sur le terrain, les choses exceptionnelles qui ont procuré des émotions très très fortes et dont on se souvient à la fois sur le moment et sur la durée, parce que les légendes se fabriquent sur la durée. Quand le temps passe, est-ce qu'on a laissé une trace profonde ou pas ? Dans le cas de Michel Platini, c'est une évidence.
Et il y a toujours le palmarès qui en atteste, même s'il fait partie en plus des joueurs légendaires qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ça rajoute une couche de postérité glorieuse, entre guillemets. Et puis, il y a un truc qui ne trompe pas chez les légendes, c'est comment on est perçu à l'international. Ouais. À la fois par les joueurs du passé et les joueurs présents. Alors les joueurs présents un peu moins, mais ça c'est évident. Et les médias aussi. Et là, régulièrement, on sait très bien que dans tous les magazines du monde, tous les médias sportifs du monde, allez, je dirais tous les 5 ans, tous les 10 ans, on fait une sorte de classement des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, de l'histoire du XXe siècle, du XXIe siècle. Et Michel Platini n'est jamais très loin. Et plus le temps passe... plus il conserve ses positions. Alors évidemment, il y a des joueurs nouveaux, genre Cristiano Ronaldo et Messi, ou Ronaldo Lima, le Brésilien, qui viennent s'intercaler dans le panthéon des 20 plus grands. Mais c'est pas grave. Si Platini passe de la 6e place qu'il pouvait avoir jusqu'à la fin du XXe siècle, et si aujourd'hui il est passé à la 11e place, ouais. c'est pas grave, c'est pareil. Il est dans les 20, et puis voilà. Ça, c'est ce qui atteste des légendes. Donc finalement, la définition que tu as d'une légende, elles rejoignent, elles prennent tout l'espace et le temps. Donc c'est vraiment une notion d'espace-temps. C'est une constante cosmologique qui vient rejoindre le sport. Oui, bien sûr, parce que... ce qu'on attend d'un champion, et bon, éventuellement, on sait qu'il batte un record, qui soit marquant sur, je sais pas, sur une finale de Coupe du Monde, sur un 100 mètres aux Jeux Olympiques, mais on préfère toujours la durée. C'est-à-dire qu'avec la durée, on se rend compte que tel ou tel exploit qu'on a fait, en fait, c'est une somme d'exploits et non pas un exploit unique. Je veux dire... c'est bien de briller pendant une Coupe du Monde, comme a fait Paolo Rossi en 82. Ou Toto Schillaci. Toto Schillaci, c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est merveilleux, très bien. Ça suffit pas pour faire une légende. Ouais. Pourtant, Paolo Rossi, il a quasiment apporté la Coupe du Monde à l'Italie. Alors rien que pour ça, il mérite d'être une légende. Mais il y a légende et légende. Ouais. Platini n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais Platini et Paolo Rossi, il n'y a pas de comparaison possible. Platini, voilà, donc voilà la durée, puis la multiplication des exploits. Je vais donner un exemple. Être Ballon d'Or une fois, c'est bien, je dirais même c'est formidable, parce que c'est le rêve de tous les footballeurs chaque année. Mais quand on en remporte 3 d'affilée, ouais, voilà, là il y a légende. Ouais, il y a légende. Van Basten, 3 ballons d'or, légende. Cruyff, 3 ballons d'or, légende. Beckenbauer, 2 ballons d'or, il me semble. Enfin, peu importe. Voilà. Ouais, donc 3 ballons d'or, légende. Ça veut dire qu'il y a 84, 85, 86. Et vraisemblablement, vers cette période-là, Michel Platini était le meilleur footballeur du monde. Devant Maradona, devant Zico. Et ça ne se discute pas. Donc, il n'y a même pas débat. Ça ne se discute pas. Non, la période Maradona, c'est après. D'accord, ok. Oui, donc voilà. Sur la timeline, on en est... 84, Michel Platini est le meilleur joueur du monde. D'accord. Et ça ne se discute pas. Il a gagné l'Euro à lui tout seul. 9 buts en 5 matchs. Là, on va parler un petit peu de ton livre. Parce que c'est vrai que Michel Platini, c'est un sujet qui a été maintes fois abordé. On le connaît de long en large. Mm-hmm. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que les lecteurs peuvent découvrir sur Michel Platini ? Alors oui et non. Non dans le sens où c'est pas une encyclopédie avec, je dirais, les biographies à l'américaine. Alors les biographies à l'américaine, en général, c'est en 1, 2, 3 volumes. Bon, par exemple, la vie d'Elvis Presley, la vie de Michael Jordan. Bon là, c'est aux États-Unis, mais c'est-à-dire que là, on a des moyens considérables pour interviewer les petits copains, les petites copines de l'enfance, les amis, tout ça. On n'a pas les moyens de faire ça, de recueillir 10 000 témoignages et tout. En fait, on s'est arrêté à des thématiques. Ces clubs, l'équipe de France, consultant, président de l'UEFA, tous ces trucs-là. Et des fois, à travers des rubriques qui peuvent paraître un peu succinctes, un peu courtes, en fait,
on apprend pas mal de choses. Je donne un exemple très précis, j'ai reconstitué toute la séquence judiciaire qu'il a mis aux prises avec tous les procès qu'il a eu, la FIFA, ceci, cela, la justice suisse et tout. Ça fait quoi? Ça fait 2 pages maximum. Il y a une dizaine de dates, mais quand on prend la peine de lire, après, bon, c'est pas, il y a rien d'extraordinaire, on se rend compte que ça a duré 10 ans, qu'il y a eu un acharnement incontestable. Ouais, 10 ans de galère. Ah ouais, mais c'est un supplice chinois ce qu'il a vécu. Et je comprends maintenant aujourd'hui qu'il se soit retiré du foot, qu'il contre-attaque. Il veut la peau de ceux qui l'ont mis dans la galère. Il s'arrêtera pas. Et bizarrement, sa cible principale, ce serait plutôt, c'est pas Infantino, c'est plutôt d'autres personnages dont il n'a pas encore parlé. Mais il va les attaquer en justice. Et là, quand on lit la chronique judiciaire, parce qu'il y a des trucs mais vexatoires. C'est interdiction pendant à vie de ne plus exercer de fonction. Donc quand tu lis ça, tu dis ah ouais, quand même ils sont allés jusque là, parce que sur le moment on a oublié tout ça. Après il y a d'autres une foule d'anecdotes, de témoignages, notamment sur son enfance à Joff, ce genre de choses. On y reviendra à Joff, justement. Et juste un truc que là, par contre, j'ai découvert, que je savais pas, c'est par rapport au drame du Heysel. Michel Platini, après le Heysel, c'est en 1985, avec la catastrophe qui a eu 35 morts, les blessés et tout. Michel Platini a toujours affirmé dans toutes les interventions, toutes les interviews, tous les entretiens qu'il a eus, que quand ils ont fait la finale, lui et les joueurs, notamment ses coéquipiers de la Juventus, n'étaient pas au courant. Pas au courant, puisque dans les vestiaires. Des morts. Ouais. Et bon, bah voilà, c'était sa vérité. Bon, elle était indiscutable. Et en fait, en enquêtant dessus, je veux dire, parce que c'est moi qui ai fait cet article, je suis tombé par hasard sur YouTube sur comment ça s'appelle, le Flash Info, enfin le journal de 20 heures de la RTBF, qui le lendemain de la finale. Ouais. Et là, il dit au micro qu'avant de jouer la finale, ils étaient au courant qu'il y avait eu des morts. Alors on se dit, bah tiens, mais en fait... il y a une contradiction là. Une contradiction, il a menti et tout. Mais en fait, le mensonge, c'est pas, comment dire, je me suis pas attardé sur le fait de mentir, de dire... Non, le truc, c'était simplement, c'était sa façon à lui d'exorciser, de faire ce qu'on appelle en psychologie, de mettre un souvenir écran, c'est-à-dire de raconter sa vérité à lui, même si elle est fausse, parce qu'il savait. Mais en fait, c'est tout simplement une façon de se préserver, une façon de ne plus replonger là-dedans, parce que c'est le drame de sa vie. On en reparlera. Ouais, justement, on va reparler du Heysel, parce que c'est un retentissement dans la vie et dans la carrière de Michel Platini, mais aussi dans le monde du football en général. Ouais. On va y revenir, parce que bon, c'est vrai que toi, de ton point de vue spécialiste, peut-être que tu n'apprends pas beaucoup de choses. Moi, en lisant ce livre, j'ai appris énormément d'anecdotes, parfois assez drôles, parfois un peu surprenantes. Moi, ce qui m'a le plus choqué en lisant ce livre concernant Michel Platini, c'est que finalement, il n'a pas joué que sous le maillot des Bleus. Il a joué aussi une sélection dans une sélection étrangère, le Koweït. Il ne le savait pas. Il ne savait pas que c'était une sélection officielle. Ah, il n'était pas au courant. Non, enfin, il a joué. Il a eu pas joué longtemps, il est entré en deuxième mi-temps. Il a joué 21 minutes. Ouais, c'est ça, c'était contre le RSS en 90-91. Non, je pense que c'est dans le cas d'un partenariat avec des sponsors à lui ou des sponsors de l'équipe de France. C'était on va appeler ça une obligation commerciale, de représentation, comme on dit. Donc voilà, il a accepté de jouer. Par contre, il ne savait pas que ça allait être homologué comme sélection officielle. Et ça l'est, en fait. C'était un match amical, en l'occurrence. Un match amical. Mais l'URSS ou la RDA? Non, c'est l'URSS, il me semble. J'ai lu un bon bouquin là-dessus, et c'est l'URSS apparemment. Donc voilà, maintenant c'est anecdotique, ça le fait. Surtout que le Koweït à l'époque de Michel Platini, c'était une nation qui avait quand même contribué à faire un peu de bazar dans la Coupe du Monde. On se souvient de cette anecdote où en 82, le frère du prince est descendu sur la pelouse en pleine Coupe du Monde. Justement, quand je parle de représentation, c'était ça, c'est qu'à partir de ce match en 82 avec l'éruption du Cheikh, j'ai oublié son nom, sur la pelouse lors du match France-Koweït. Par la suite, la fédération du Koweït a voulu rattraper le coup et puis entretenir avec la FFF
des bonnes relations et tout. Et je pense que c'est à ce titre-là de représentation que Michel Platini a accepté l'invitation et puis dans la foulée d'accepter de jouer ce match. Alors, en signe d'apaisement en fait, de réconciliation. Donc voilà, en tout cas, moi c'est vrai que j'ai découvert pas mal de choses et justement on va le plus ou moins l'entrevoir dans cette interview. Michel Platini, l'avènement de Michel Platini, c'est quand même, elle arrive après des années et des années de disette en équipe de France. C'est le renouveau du football français. Oui, tout à fait. C'est la divine surprise qu'on n'attendait plus parce que le football français c'était n'importe quoi. Donc le dernier fait d'armes c'était 1966, dernière participation de l'équipe de France à la Coupe du Monde, qui a été un désastre d'ailleurs. Et ils auraient mieux fait de pas y aller. Non, c'était le désastre. C'était une catastrophe. L'équipe de France se faisait battre par des petites nations en Coupe d'Europe. Remarque, en Coupe d'Europe, ça n'a pas tellement changé, à part Paris. Au bout de 2 tours, c'était fini. Hein, les clubs français. C'était vraiment à la fois psychologique, sportif. Ils avaient le niveau à rien du tout. C'était vraiment désastre, catastrophe. Donc Michel Platini arrive et la première chose qui frappe, c'est son sourire. Ouais. Pas simplement son talent. Le talent, on va le découvrir progressivement. On sait que le gars a du ballon, mais le mec il joue à Nancy quand même. C'est pas, tu vois, première fois que j'ai vu une photo de Michel Platini, c'était en 76 dans France Foot. C'est un gamin un peu espiègle et tout qui joue à Nancy. Non, 76, la grosse équipe, c'est Saint-Étienne. Et si tu viens pas de Saint-Étienne, tu peux pas être un grand joueur. Et puis, il a une particularité, il est très bon sur les coups francs. On dit, ok, d'accord, il est bon sur les coups francs. Et finalement, très très vite, on va voir qu'il marque beaucoup, qu'en effet, il est appelé très vite en équipe de France. Première sélection, premier but sur coup franc. Là, on se dit, ah ouais, quand même. Et il y a quelque chose. Alors, moi, j'ai toujours dit que c'était à la fois l'union de Saint-Étienne et de Saint-Michel. Saint-Michel Platini, Saint-Michel Hidalgo. Et Saint-Étienne, c'est l'union un peu de tous ces personnages qui ont fait décoller le football français. Saint-Étienne, parce que eux, c'était la grinta. C'était des bonhommes, c'était des guerriers et tout. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de technique. Hein. Saint-Étienne, faut pas se raconter d'histoire, c'était d'abord des guerriers. Mais Platini, il ajoutait la petite dose, la petite touche technique qui fait que ça va fusionner pour donner ce qu'on va appeler après le style français, avec le carré magique, ce genre de choses. Mais il fallait à la fois la grinta des Verts et le génie de Michel Platini. Et tout ça, à partir de 76, ça va remettre l'équipe de France sur les rails avec, en première étape, la qualification pour la Coupe du Monde 78, où, lors des éliminatoires, Platini marque pratiquement à tous les matchs. Et là, et en plus, la boucle est bouclée symboliquement en 79, quand Platini rejoint Saint-Étienne. Voilà, donc le meilleur club de sa région, vers le meilleur club français, et ensuite avec la Juventus, le meilleur club du monde. Mais voilà, il y a une révolution Platini, mais une révolution verte aussi en même temps. C'est quand même un peu le bis repetita de ce qu'on avait vécu longtemps auparavant avec Raymond Kopa, Albert Batteux, le Stade de Reims. Il y avait une synergie qui s'était mise en place autour d'un joueur, mais aussi autour d'une équipe, autour d'une dynamique. Tout à fait. C'est un peu un héritage, parce que quand on regarde bien, si on parle de l'équipe de France et pas des Verts, Michel Hidalgo, c'est quand même un enfant de l'école de jeu d'Albert Batteux, et une école très collective, et on en a hérité. Oui, bien sûr. La seule différence, c'est que la fusion Stade de Reims et équipe de France, elle n'a pas son équivalent avec Platini, parce que Platini, une fois de plus, c'est Nancy. Nancy, c'est rien du tout. Enfin, avec le respect. Hein, bien sûr. Donc c'est ça, et c'est pour ça que Michel Platini va passer à Saint-Étienne, parce qu'il y avait une sorte d'anomalie. Attention, il y avait pas mal d'internationaux de Nancy en équipe de France, avec notamment Rouillet, mais ça suffit pas. Mais en effet, il y a... C'est intéressant ce que tu dis. Il y a une fusion justement entre Michel Hidalgo, l'école rémoise, et
le génie de Platini. C'est-à-dire que il y a une bonne fusion à partir de 76 entre l'esprit des Verts, des guerriers, le génie du banc avec Hidalgo et le génie sur le terrain de Platini. Donc on peut dire qu'il y a une fusion symbolique entre Saint-Étienne et Reims. D'ailleurs, Batteux était passé par Saint-Étienne aussi. Enfin, et puis c'était vraiment dans la tendance d'avoir ce genre de dynamique. Si on prend l'exemple de l'Ajax de cette époque-là, c'était Rinus Michel, l'équipe de l'Ajax et Johan Cruyff. Ouais. Donc ils ont fait l'équipe des Pays-Bas 74. Ils ont donc voilà cette symbiose entre club, sélection, entraîneur. On l'a perdu un petit peu, cet état d'esprit de développer un petit peu quelque chose de global et non pas d'avoir une grande personnalité. On l'a perdu déjà du fait que nous, le football français, depuis l'arrêt Bosman, perd régulièrement ses plus grands joueurs qui vont jouer à l'étranger. Et d'ailleurs, le meilleur club français des années 2000, le meilleur club français, c'était Arsenal, avec tous les franchises qu'il y avait là-bas et tout. Et, imagine 2 secondes si tous les franchises d'Arsenal, ils avaient joué, je sais pas, ils étaient à Monaco, à Paris ou à Marseille. Tu te rends pas compte le club français qu'on a eu, tu vois. Ouais. On n'avait pas les moyens. Donc voilà, alors ce qui reste, c'est j'ai envie de dire le PSG, mais le PSG, non, il y a quoi? Il y a Doué, Barcola, Zahir Emery, ça suffit pas pour imprimer en équipe de France. Remarque, il y a Mbappé, mais il n'y a pas une patte PSG, enfin il y en a une maintenant avec Luis Enrique, mais Mbappé n'est plus là, et puis c'est des joueurs un peu interchangeables, donc malheureusement non, et malheureusement c'est ce qui se passe aussi avec l'équipe des Pays-Bas, qui n'est plus la matrice de l'équipe des Pays-Bas. Le Bayern reste la matrice de l'équipe d'Allemagne, et tout ça c'est à cause entre guillemets de l'arrêt Bosman, de la mondialisation du foot, qui fait que ce qui reste de commun aux joueurs de l'équipe de France, c'est ce qu'ils ont appris en centre de formation. Il y a une méthode française, donc des bons joueurs professionnels bien complets qui réussissent un peu partout dans toute l'Europe. Et puis peut-être que le dernier club matrice du foot français, quelque part, j'avais vérifié, c'était un peu avec l'équipe de France de 98, tu as beaucoup de joueurs marseillais qui sont passés par Marseille ou qui sont nés à Marseille, comme Zidane. Il n'a pas joué à Marseille, mais qui est né à Marseille, les Laurent Blanc, Pires et tout. Il y avait la grande équipe de France 98-2000, si on peut lui trouver un point commun, ce serait ça, l'OM. L'OM, ouais. Même si finalement... C'est pas mal, l'OM, parce que c'est pareil, c'est des guerriers. Ah non, clairement. Mais c'est pas la finesse. Après, cette fois qu'on a eu une grande école de jeu, ça a été le FC Nantes, qui a été un peu le dernier héritage du style à la française, parce qu'il y avait un style à la française, même si on pourrait partir un peu loin dans ce sujet-là avec les batailles Georges Boulogne dans l'état d'esprit et Albert Batteux. Qui prenaient chacun un football, l'un basé sur l'individualité et l'autre sur le collectif. Justement, sur cet état d'esprit un petit peu, on va revenir sur Michel Platini, sur cet état d'esprit un peu politique en filigrane. Michel Platini, c'est un joueur qui a toujours prôné les valeurs du collectif, mais aussi avec un état d'esprit individuel. Alors, tu en veux dire où ? Le côté de gauche, le côté de droite ? Voilà, il l'a même dit lui-même, le football est un sport collectif, un sport individuel qui se joue à plusieurs. Ouais. Michel Platini, dans son football, je ne parle pas de Michel Platini, c'est tendances politiques, football de droite ou football de gauche ? C'est une synthèse des deux. Il y a beaucoup de choses qui font... Alors déjà, politiquement, on peut le dire, c'est pas un secret, il n'est pas de gauche. Alors après, attends, est-ce qu'il est de droite ? La droite, ça veut dire quoi ? La droite sarkozyste ? Certainement pas. Droite gaulienne, c'est un peu trop vieux. Non, c'est une synthèse des deux. Un centriste ? Non, pas dans ce sens-là. Parce que les centristes, c'est des mous. Michel Platini, il n'est pas un mou. Ouais. Non, il a de la personnalité, il a des vraies convictions. Je dirais plutôt que sa vision de la société, de l'organisation sociale, je dirais que c'est un libéral, un capitaliste, donc un mec de droite, qui défend ses intérêts, comme beaucoup de footballeurs
entre guillemets de droite défendent leurs intérêts. Après, ce qui leur amène, je dirais, à des valeurs de gauche, il y a l'attachement à ses racines italiennes, l'attachement à l'immigration en France. Ses origines, ouais. Ouais, voilà. Donc là, quand s'appelle, il a inauguré la première pierre, donc du musée ouvrier, enfin du foot ouvrier et de l'immigration à Geoff, justement, qui va ouvrir bientôt. Là, c'était une pré-inauguration, mais il ouvrira d'ici 18 mois, je crois. Et il a tenu à être là. Et donc il attache à ça. Il est très attaché au collectif. C'est d'ailleurs pour ça que l'équipe de France a marché. Si ça avait été vraiment le sale petit con qui joue dans son coin et qui fait jouer les autres et qui récolte toute la gloire, ça n'aurait pas marché. Je vais citer une anecdote. Quand l'équipe de France a gagné l'Euro 84, il a fait faire des petits trophées miniatures du trophée, en fait, et qu'il a offert à toute l'équipe, à tous ses coéquipiers. Après, je sais que en privé, il a toujours fait croquer les amis, alors bon, pour des postes, pour des missions, ce genre. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il a jamais oublié ses potes. J'ai un autre exemple, par exemple, quand Giresse a reçu la Légion d'honneur. En principe, ça se fait dans les ministères, ceci, cela et tout. Or, ça s'est fait à Bordeaux, chez Giresse, et c'est Michel Platini lui-même qui l'a décoré. Donc voilà. Et puis après, au sens le plus large, quand il a eu des responsabilités, notamment en tant que président de l'UEFA, son programme qui tenait en un slogan « Rendre le football aux footballeurs », quelque part, c'était pour... quand on voit son action et son bilan, c'était pour préserver au maximum le football du foot business. Et ça, c'est pas des valeurs de droite. C'est pas un libéral. Si ça avait été un vrai libéral, évidemment qu'il aurait penché pour la Super League, pour tu vois ce genre de choses. Mais il est quand même dans l'état d'esprit. Or, il a mis en place le fair play financier, qui est une forme de réglementation. Or, le libéralisme est opposé à tout ce qui est réglementation. C'est le marché à tout crin. Michel Platini, non, c'est pas le marché à tout crin. Donc voilà, c'est une synthèse un peu, je dirais, d'un esprit français, mais qui n'est pas du centrisme non plus. Ouais. C'est pas ni gauche ni droite. C'est plutôt cet équilibre justement entre vision collective et individuelle, ouais. Ça lui a permis d'inventer un poste, le 9,5. C'est un peu lui qui est, d'un point de vue purement sportif, prolonge cette pensée. Ouais, c'est intéressant. Dans le poste de 9,5. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un prisme, vu ce prisme-là, j'y avais pas pensé. Il y a le buteur. C'est-à-dire, le buteur, c'est toujours un individualiste. Donc, et c'est un grand buteur, donc il marquait beaucoup de buts. Donc, et à côté, il y a le meneur de jeu. C'est-à-dire celui qui fait jouer les autres. Ouais. Donc, ouais, quelque part, vu ce prisme-là, il y a quelque part. Ouais. Sans verser dans la politique politicienne, il y a à la fois un registre de droite et un registre de gauche. Et sans être centriste. Pardon ? et sans être centriste en même temps. C'est une inspiration des deux. Ouais. Faites plus. Hein. Dans la vie en général, dans la politique, dans le foot, les centristes, c'est des mous. Michel Platini n'est pas un mou. Peut-être que cet état d'esprit très, très collectif. Moi, il y a une anecdote qui m'a marqué. C'est une parole de son père, Aldo. On va en parler un petit peu tout à l'heure, justement, de ses origines. Son père, Aldo, qui lui disait tu joues pas au milieu de terrain, tu joues au milieu de l'équipe. Et cette phrase, cette éducation qu'il a reçue, finalement, l'a suivi jusqu'au bout. Cette envie de participer au collectif et de vouloir faire plaisir. Forcément, on ne devient pas capitaine de l'équipe de France parce qu'on marque que des buts. C'est autre chose. On ne devient pas président de l'UEFA si on n'a pas copiné un peu, si on n'a pas mis de l'eau dans son vin. Mais il le dit de toute façon. Alors évidemment, il a, comment on dit, il a fait des ronds de jambes, il a flatté, il a failloté, comme on dit, il a ciré un peu les pompes et tout. Mais ça, c'est normal,
C'est comme ça et pas autrement qu'on se fait élire. C'est quand même l'UEFA, c'est 55 fédérations quand même. Hein, donc avancer tout seul, faire son numéro en solo, ça ne te mène jamais très haut. Donc je vais élargir à des joueurs comme Messi et Cristiano Ronaldo. Ouais. On nous présente comme des super individualistes. Ce qu'ils sont, hein, quelque part. Mais on n'atteint pas le niveau qu'ils ont atteint, que ce soit en club, à titre individuel ou en équipe, si on est un peu individualiste. Et là, ça nous force à bien comprendre que Messi, c'est un joueur génial et un vrai joueur d'équipe. Alors je sais qu'il y en a, ça leur est impossible à concevoir, et pourtant c'est le cas. C'est surtout que Messi a existé dans peut-être l'équipe qui a eu la dimension collective la plus accentuée de l'histoire du foot, le FC Barcelone. C'est le temple du collectif. Voilà, c'est la bonne distance entre le registre individuel et l'expression collective. J'adore ces joueurs-là. Regarde. Ben Arfa. Le génie absolu. Ouais. Alors pareil, hein, lui aussi, il a bonne presse. Mais voilà, il a bonne presse à l'étranger. On connaît Ben Arfa. Ouais. On sait qu'il y avait une pépite, un joueur complètement dingue, un Brésilien. Quel désastre. Le mec n'a jamais rien compris. D'un point de vue collectif. Voilà. Alors là, tu vois, ça fait mal au cœur. Tu dis, mais t'es passé à côté de... Ah, et le pire, c'est qu'il n'a pas arrêté sa carrière, hein, c'est officiellement. Et il joue encore avec les potes, tu sais, sur les five et tout. Tu dis non, c'est pas possible. Tu joues encore en five alors que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, il y a aussi les contre-exemples. Et les contre-exemples nous aident à mieux comprendre les génies qu'on croit individualistes, mais en fait qui ont l'esprit collectif. Et Platini, ouais, c'est ça. C'est la définition du 9,5, c'est ça. C'est meneur de jeu et buteur. Ouais. Et ça, il l'incarne parfaitement. Et après aussi, regarde par exemple le poste de consultant. Michel Platini, quand il est consultant, c'est pas lui qui est tout seul au micro. Non, il y a d'abord le commentateur et Michel Platini qui intervient. Donc pareil, c'est un travail d'équipe. Et faut savoir trouver sa place. Faut pas mordre sur l'espace du commentateur et intervenir à bon escient. Donc là aussi, c'est pareil pour l'organisation de la Coupe du Monde 98. C'est pas un simple métier de représentation. Comme il a dit lui-même, pendant 8 ans, tous les matins, il était au bureau. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois t'entretenir avec les forces de l'ordre, comment tu vas sécuriser un tournoi, les partenaires, les sponsors, comment impliquer les services publics, les transports, la poste et tout ça, France Télévisions, tu vois, tous ces trucs-là, les partenariats, comment tu reçois les présidents de fédération, enfin, c'est un boulot de malade. Mais il était à la tête d'une équipe. Et là, pareil, je veux dire, si t'es dans ton coin, tu veux te faire mousser, ceci, cela et tout, ça aurait été une catastrophe. Pourquoi la Coupe du Monde 98 est une réussite ? En partie grâce à Sastre, qui était son supérieur, son N+1, comme on dit, et qui drivait pas mal des choses essentielles. Mais Michel Platini a mis la main à la pâte. Et si c'est une réussite, un peu comme la Coupe du Monde 2006 doit énormément à Beckenbauer, qui s'est impliqué un peu comme Michel Platini avec la Coupe du Monde 98, tu fais travailler des équipes entières. Et les équipes entières, ça se coordonne. Et si tu es un tyran, si tu es un branleur, qui vient une fois de temps en temps au bureau, tu cours vers la catastrophe. Or, il n'y a pas eu de catastrophe. C'est une réussite totale. D'où, le jour de la finale, il se permet de sortir de la neutralité et d'avoir le maillot de l'équipe de France. En général, ça se fait pas au niveau du protocole. Mais il a dit, c'est bon, j'ai bossé. Mais justement, Michel a toujours gardé cette petite note de fantaisie, presque enfantine, parfois. Bah ouais, c'est ce qui fait son charisme.
Alors, on le rappelle souvent dans le bouquin, il est né un 21 juin. 21 juin, c'est le solstice d'été. Et ça fait des personnalités solaires. Michel Platini est une personnalité solaire. Et c'est un être de résilience. C'est pour ça que... Mais c'est après, en fait, c'est en écrivant le bouquin. Parce que quand on a écrit le bouquin, on a commencé à l'écrire, même si on avait déjà rassemblé de l'info avant. En fait, c'est à l'hiver 2025, je sais plus, vers février ou un peu avant, mais bon, peu importe, qu'il a été blanchi par la justice suisse. Et rétrospectivement, je dis c'est fini, mais ça a duré 10 ans, quoi. Il y en a qui auraient craqué, peut-être, qui auraient fait, je sais pas, qui seraient tombés en dépression, qui auraient pété les plombs. Enfin bon, bref. C'est pas son cas, parce que c'est une personnalité solaire qui... Après, il a morflé, hein, il veut peut-être pas le dire, mais bon, c'est une évidence qu'il a morflé, parce qu'après, on traîne ton nom dans la boue, dans les médias du monde entier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce côté amoureux, ce côté passionné, ce côté enfantin. Ouais. J'irais même jusqu'à un côté presque naïf. Ouais. C'est ça qui lui a valu du tort dans les instances, dans le fait d'avoir voulu quelque part défendre une certaine idée du football, peut-être trop naïf pour ce qui est devenu le football. Parce que lui, il a la passion enfantine, c'est un joueur. Il est resté, il a gardé une mentalité d'enfant et de joueur. Donc oui, il y a une certaine naïveté, ne pas voir qu'au sein de la FIFA, des proches le trahiraient, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que lui, il a toujours joué selon les règles. Et d'ailleurs, je fais un parallèle vachement intéressant. Il cite toujours le France-Allemagne 82 comme le sommet de sa carrière. Pas le sommet sportif, où il a gagné. Non, il dit... et je comprends, c'est que... lui, s'il retient, c'est toutes les émotions qu'il a vécues à travers cette soirée. Ouais. Alors, c'est une soirée qui a duré 3-4 heures. Il est passé des hauteurs les plus élevées aux abysses les plus profondes, quoi. Ouais. Donc, et lui, ça l'a marqué. Et il le dit. Séville 82 n'est pas un mauvais souvenir, alors que les autres en sont toujours parmi, hein, les Trésors, les Gires, les Tigana. Ils vont au stade, ils se mettent à chialer, tu vois ce que je veux dire ? Non, lui, il a surmonté ça, une fois de plus, sa résilience, parce que il est resté dans le cadre de l'esprit du jeu, où tu gagnes et tu perds. Malgré les circonstances. Et du coup, il n'en veut pas à Schumacher. Évidemment, Schumacher ne deviendra jamais son ami. Mais voilà, quoi. Je veux dire, on a organisé pour SoFoot et puis pour Elf Freunde, un magazine allemand de foot qui est partenaire de SoFoot. On a organisé en 2018 une rencontre Rummenigge-Michel Platini. C'était un peu les 70 ans de Verdun. Enfin, non, de la fin de la Première Guerre mondiale. C'était symbolique, tu vois. Ils ont déconné tous les deux, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et tous les deux, c'est pareil, ils ont surmonté tout ça. C'est un match de foot, c'est la vie, tu joues, tu gagnes, tu perds. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, aussi ses faiblesses, parce que quand tu vois pas arriver les trahisons, les coups de poignard dans le dos et tout, donc voilà. Et ce côté enfantin, excuse-moi de te couper, mais ce côté enfantin, est-ce qu'elle lui vient pas justement de sa relation avec son père, parce qu'il découvre le foot avec son père, il admire son père est un très très bon joueur qui avait au niveau régional, mais bon, il a quand même refusé une certaine forme de petite carrière pro, mais cette posture de père et fils lui a donné une perception du football paternel et qu'il respectait et qui lui permettait de rester un enfant finalement. Le foot, quand on est gamin, c'est la joie et le chambrage. Ouais. Le chambrage. Ah, mais le chambrage, c'est le football. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le football. Et Michel Platini, c'est ça, c'est ce qu'il a gardé. En plus, lui a grandi dans le café familial
avec les vieux Italiens, les familles italiennes et tout. C'est du Fellini, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui s'apostrophe en italien. Des insultes, la bonne bouffe, le coup sur le comptoir, sur le zinc, tu vois ce que je veux dire? Il a grandi dans cet univers-là. Et forcément, il y a de l'humour. Bon, après, il y a la dureté de la vie, parce que c'était tous des familles de mineurs. Faut pas oublier, descendre t'as connu la vie de Coppa, tu vois, ça rigole pas. Mais donc oui, il y a une bonne humeur, il y a la chambre, chambrée. Regarde le coup des coups francs. Les coups francs, c'était quoi? S'entraîner avec les coups francs, les mannequins en mousse et tout. L'entraînement avec les coups francs, c'est avec Michel Moutier dans les buts. Jean-Michel Moutier, peu importe. Et c'est gardien du PSG, il me semble. Qui est passé après gardien du PSG, lui aussi, ouais. Et Jean-Michel, on nous souffle dans l'oreille, c'est Jean-Michel Moutier. On nous souffle dans l'oreillette que c'est Jean-Michel Moutier. Merci la prod. Et Richard Fremder. Et le truc, tu vois, c'est tourné au chambrage et au défi, c'est-à-dire il pariait des diabolomantes. Ah, il pariait, d'accord. Ouais, je te parie que là, je vais tirer 10 coups francs, je parie que je t'en mets au moins 7. Si je te mets les 7, c'est toi qui payes. Si j'en mets que 6, tu vois ce que je veux dire? Même ça, c'était ludique. Parce qu'on dit, il arrivait et tout, il posait son ballon, des séries et tout. Non, c'était de la déconne. Il y avait de la déconne. Alors que, pour un exercice qui a fait sa légende, tu te dis, attends, tu restes après l'entraînement, c'est l'hiver et tout, tu te cailles, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, même là-dedans, il y a de l'humour, de l'espièglerie, du chambrage, puis de l'esprit enfantin. Tu vois, on n'en sort jamais. C'est parce que il a cette vision, cette dimension du football très légère, très naturelle, que le drame du Heysel devient une catastrophe pour lui, parce que justement c'est l'antithèse de ce que représente le football pour lui. On le rappelle, le drame du Heysel, finale de Coupe d'Europe entre Liverpool et la Juventus Turin, qui se solde par des bousculades entre supporters avant le match et des morts, beaucoup de morts. Cet événement-là a un retentissement important dans sa carrière. C'est le drame de sa vie, il n'en a toujours pas fait le deuil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mensonge qu'il entretient, mais quand je dis mensonge, il n'y a pas de volonté de stigmatiser. Une fois de plus, c'est sa façon à lui d'exorciser ce drame. Mais c'est le drame de sa vie, parce que il y a des morts. Il s'imaginait pas ça. Le foot, c'est une fête. Il y a de la violence sur les terrains. Il connaissait la violence des supporters, les sales coups qui peuvent arrêter une carrière. Tout ça, tous ces drames-là, les drames familiaux, les deuils familiaux, tout ça. Là, il joue une finale, alors que, en plus, les morts, c'est des supporters de la Juve. C'est pas des deux côtés. Il y a eu 1 ou 2 morts côté Liverpool, mais bon, peu importe. C'est des braves gens, des pauvres gens, ils le savent, qui ont économisé pour monter à Bruxelles, ce genre de choses, c'est dramatique. Donc il y a le drame, il y a la décision de jouer le match quand même, parce que lui, il a toujours dit, et là, c'est pas faux, ça reste à prouver, mais c'est pas faux, que si le match n'avait pas eu lieu, on aurait lâché dans la ville 60 000 personnes. Il y a une chasse à l'homme entre les supporters. Il y avait des couteaux, comme il le dit, ça je veux bien le croire. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir dans ces moments-là. Non, on n'a pas le temps, évidemment. C'est bon, il y a l'arbitre qui vient te chercher, tout. Bon, allez, vous allez sur la pelouse et tout. Et il y a surtout le double drame. Là, c'est très personnalisé. On lui a reproché d'avoir célébré le but, parce que c'est lui qui marque le but de la victoire. Donc, il est parti. On le lui a reproché avec des phrases du genre Michel Platini a dansé sur les morts. Tu te mets à sa place. Attends, déjà, tu dois porter le deuil des tifosi. Et en plus, tu as commis l'infamie aux yeux du monde. Le monde entier t'a vu, tu vois, de célébrer ce but. C'est toute une vie à se justifier après. Et se justifier à écart de temps régulier, tu vois, tous les 5 ans, tous les 10 ans et tout. Parce que déjà, tous les ans, il y a l'anniversaire, tous les 5 ans, tous les 10 ans et tout. Donc, et
tous les 10 ans, il doit encore revenir là-dessus parce que forcément, les médias reviennent à la charge. Voilà, c'était les 30 ans du Heysel, les 40 ans du Heysel, les 50 ans du Heysel et tout. Et le témoin principal, surtout nous en France, un Français, c'est Michel Platini. Ouais. Et il n'a pas envie de parler de ça. Mais pourtant, il le fait à la fois pour exorciser, puis surtout à la mémoire des tifosi qui sont décédés. Qui sont morts. Ça, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Et d'ailleurs, le retentissement du Heysel, de ce drame qui était télévisé, hein, beaucoup de gens étaient devant leur poste de télé. Ah non, moi je l'ai vu, c'est des images de guerre. Ah, c'est des images très très dures. Ouais. Ces images-là couplées à un autre drame. À Hillsborough en Angleterre, qui a fait encore plus de morts. Ces deux événements-là ont contribué à faire changer le football en profondeur. Le football qu'on a aujourd'hui, ces événements-là ont indirectement emmener le football dans une autre dimension, quand on sait que derrière Margaret Thatcher prend des mesures incroyables, que les clubs anglais sont bannis pendant 5 ans, bannis, que on nettoie le football et on en fait un football plus présentable télévisuellement. Il fallait faire quelque chose. C'était aller beaucoup trop loin. Bon, après, interdire les clubs anglais, on revient pas là-dessus, ça a été fait. Tout. Mais tu vois, ta question, elle est intéressante dans le sens où quand Michel Platini il a été président de l'UEFA, c'est lui qui s'est opposé au retour du placement libre dans les stades. Il a voulu rester sur les sièges. Et c'est ce qui a été une des mesures phares du rapport Taylor, c'est d'avoir 100% des places assises dans les stades après ces drames-là. Ouais. Et tout au long des années 90, 2000, il y a eu pas mal d'associations de supporters qui ont voulu revenir là-dessus. Et ça, c'est une chose que je peux comprendre. J'adore être debout dans les stades. Ouais. Mais non, il faut pas. Et Michel Platini a toujours refusé. Bon, il y a une fameuse phrase quand il a reçu une délégation de supporters venus de toute l'Europe qu'il avait reçu en audience, qui lui demandait de revenir un peu au placement libre, à la possibilité d'être debout et tout ce que je peux comprendre. Et il a dit moi vivant, on restera sur les places assises, mon successeur fera ce qu'il veut, mais moi tant que je serai là, j'ai trop vu de morts. Je sais ce que c'est que des mouvements de foule. Et il a raison quand je dis que le football était allé trop loin dans le n'importe quoi. Tu vois, par exemple, t'as des stades, la jauge, elle fait 60 000 personnes. On pouvait t'en mettre 70, 75, 75 000. Je dirais pas 100 000 parce qu'ils seraient pas rentrés, tu vois ce que je veux dire. Des mesures de sécurité complètement dingues, des balustrades en bois, des trucs inflammables, toutes sortes de dangers potentiels. Alors des fois ça a dégénéré, mais comme il y avait comme des fois c'était en Amérique du Sud, on dit mais l'Amérique du Sud c'est le tiers-monde et tout, quoi qu'il y a eu des drames en Europe, notamment à Glasgow, mais c'est épisodique, c'est pas de chance. Et là avec le Heysel et Hillsborough on s'est dit non là, c'est pas simplement la loi des séries, c'est des choses à changer. Et Michel Platini en avait conscience en tant que joueur et ensuite en tant que dirigeant. Il nous reste pas beaucoup de temps dans ce podcast. Allez, à peine 5 minutes. On peut pas le terminer sans parler d'une dimension géographique. C'est vrai que on a souvent identifié des grands joueurs, surtout en France, Zizou de la Castellane, Kiki de Bondy, et là Mich de Jeuf. Ouais. Qu'est-ce qui a influencé Michel Platini dans sa vie, dans sa carrière, le fait d'avoir des origines lorraines? La Lorraine, alors d'abord c'est la Lorraine, c'est la région du charbon et de l'acier, c'est-à-dire population travailleuse, exploitée, faut dire c'est une grande terre de l'ouvriérisme français sans connotation péjorative ou paternaliste. C'est vraiment une grande terre de souffrance, de catastrophe. Une fois de plus, cette descente. D'anciens mineurs, des mineurs. Ouais, la mine, parce que ça n'existe plus la mine. Tu vas parler aux jeunes de la mine ou alors de l'industrie. Pas la mine Yamal, hein.
Ouais. Non, mais l'industrie, métallurgique, c'est des mecs qui faisaient 12 heures par jour. C'est pas, on n'était pas en RTT, 35 heures, vidéo travail, comment ça s'appelle? Télétravail. Ouais, télétravail. Tu vois ce que je veux dire? On est loin du télétravail. Non, c'est 12 heures par jour. Et donc voilà, donc c'est ça. L'immigration italienne, polonaise, maghrébine aussi, mais bon, sur son coin, c'était plutôt. Donc c'est le labeur qui t'impose une humilité. Parce que Michel Platini, pour être un peu frimeur et tout ça, non, ça reste d'abord une personne très, très humble. Donc ça te force à l'humilité, ça te force au travail, parce que Michel Platini, c'est un gros travailleur, contrairement à ce qu'on pense. Il avait son talent, il était un peu désinvolte, mais il était aussi travailleur, parce qu'il était un peu gras en début de carrière, donc parce qu'il était gourmand, ceci, cela et anglais, tout. Ouais, c'est vrai que quand on voit les images, il n'a pas spécialement le physique d'un Cristiano Ronaldo. Puis il faisait pas trop les efforts, c'est un attaquant, il a commencé, il était ailier droit, tu vois, donc t'es attaquant, tu défends pas, tu vois. Et en fait, tu vois que Michel Platini, même à l'Euro 84, il revient défendre, il fait des tacles et tout, il participe, enfin bon bref quoi. Donc tu bosses, tu dois être humble, tu restes attaché à tes valeurs, à ta région, parce que lui à la limite, il est devenu très riche. Il vit à Cassis, je pense. Le soleil, Méditerranée et tout. Et en fait, non, il continue de revenir régulièrement. Tiens, regarde une anecdote vachement touchante. Il a été à l'initiative d'un match amical entre Jeuf, enfin une entente Jeuf-Nancy, je crois, enfin peu importe, contre la Juventus. La vraie. À Jeuf, stade municipal de Jeuf. Alors c'était quand? C'était en 2006-2007. Non mais tu vois, je veux dire au niveau du symbole, attends, mais la Juve, l'un des plus grands clubs du monde, là, ils sont venus et tout. Alors il y a certaines stars qui étaient déjà parties. Je crois que Del Piero était là, Giuliano. On va pas tous les citer parce que j'ai. Bah déjà, s'il y a juste Del Piero, déjà, t'as ramené Del Piero à Jeuf. Tu te rends compte? C'est énorme. C'est énorme. Et les gars qui étaient à l'hôtel et tout, qui étaient à l'hôtel à Nancy, tu vois. Puis après, bon, évidemment, ils sont devenus en jet privé et tout. Enfin bon, peu importe. Il les a. Au niveau de la symbolique, je renie pas mes racines, je reviens à Jeuf, je vous ramène l'équipe de la Juventus. Alors c'était peut-être les 100 ans de Nancy ou de Jeuf, mais bon, peu importe, tu m'as compris. Et voilà, il y a ça, il y a l'inauguration du musée du football ouvrier et de l'immigration. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que Mbappé est attaché à ses racines, mais je le vois bien. Pas au point de ramener le Real à Bondy. Non, et puis je pense qu'il ira vivre à New York. Après, il fait sa vie. Hein, j'adore Mbappé. C'est un bon garçon. Il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être qu'il fera quelque chose avec Bondy. J'en doute pas. Via sa mère, son association. Non, mais il le fait déjà. Il a quand même des implications. Bien sûr. Mais Michel Platini, c'est autre chose. C'est la Juve. Et puis à Jeuf. Bah oui. Moi, j'y suis allé à Jeuf. Quand t'arrives à Nancy, déjà, t'es à l'autre bout du monde. Et là, c'est Jeuf. Et en plus, Jeuf, c'est plus proche de Metz que de Nancy, parce qu'on croit que c'est à Nancy. Ouais. Non, c'est plus proche de. Enfin bon, je vais pas m'étaler, mais ce que t'amène une région, le peuple d'une région, dans la question que tu m'as posée, c'est plein de choses qui peuvent te construire si t'es une belle personne et t'as une bonne âme. Et c'est le cas de Michel Platini. C'est le cas de Michel Platini. Et pour preuve de son attachement, pour terminer à cette terre, il porte un projet depuis pas mal de temps qui va voir le jour, le musée du football ouvrier qui va voir le jour justement à Jeuf, qui est un très très gros projet qu'on va suivre. Et Chérif, je te remercie pour cet entretien. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la découverte de Michel Platini, bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de sport, finalement de football, on a parlé vraiment d'un homme, d'une personne. J'invite tout le monde à découvrir ce livre sorti chez Marabout, couvert par SoFoot. Michel Platini, coup franc, bouclette et petit short. Je remercie Richard Fremder, notre producteur, donc sur Timeline dans cette émission Philosophoot. Je vous dis à très vite. Merci Chérif. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour moi et je salue tout le monde. Au revoir.